Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, fondatrice et présidente d'EduCapital. On l'entend, c'est un fonds dédié, mais pas seulement, on y reviendra, aux enjeux d'éducation, mais aussi aux enjeux du futur du travail. Le travail se transforme, il change, et les entreprises, évidemment, travaillent sur ces sujets. Je vous ai présenté comme une femme inspirante. Je pense que vous êtes une femme inspirante parce que dans votre parcours, il y a quelque chose d'assez incroyable. Vous aviez un parcours traditionnel, sauf que vous avez choisi, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, 25 ans, de vous lancer dans les entreprises d'Internet. On ne disait même pas encore le numérique, on disait Internet. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, alors que, je me souviens des polémiques il y a 25 ans sur Internet, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé dans ce secteur Lycos, c'est pas rien, Club Internet, qui était une marque il y a 20 ans qui cartonnait. Pourquoi vous êtes allé là, dans cet espace-là? Alors c'était avant tout une grande curiosité et une conviction profonde que l'Internet, comme on l'appelait à l'époque, allait transformer la manière dont on consommait, dont on se distrayait, dont on achetait, voilà. Donc il allait avoir une profonde transformation de la société par les nouvelles technologies. Et on l'a vu, ça a commencé par les secteurs du e-commerce, les médias, etc. Et aujourd'hui, je pense que voilà, la grande transformation qui doit avoir lieu, elle est dans les secteurs de l'éducation et de la formation, et aussi de tout ce monde du travail qui change, qui est totalement bouleversé. Et c'est pour cela que, voilà, après 25 ans d'expérience dans l'Internet, j'ai créé avec mon associé EduCapital. Mais le monde va si vite que quand vous nous le dites là, aujourd'hui, en 2022, on se dit oui, bon. Mais il faut se rappeler cette période. Quand vous allez dans ce secteur, il y a quand même des vents contraires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « mais attendez, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, l'économie c'est du physique ». Enfin, je veux dire, il faut bien se rappeler du moment. Ah bah oui, moi à l'époque, j'avais une carrière classique, comme on l'a dit, avec des conseils, des grandes entreprises américaines. Je travaillais chez Pepsi, on me proposait de travailler chez Coca. Et j'avais dit non, je vais aller dans l'Internet. C'est ça qui est intéressant. Tous mes camarades de promotion d'école me disaient « mais tu sais, la pub sur Internet, ça ne va pas marcher, tu en es sûr, etc. » Et oui, il y avait beaucoup d'incertitude et de défiance vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Mais c'est chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, il y a beaucoup de défiance. Là on est de nouveau, d'ailleurs, nous dit-on, dans une nouvelle vague, dans une nouvelle transformation, alors liée aussi à des enjeux climatiques, peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y a un lien fort. À quel moment vous dites, une fois que vous avez vraiment expérimenté et développé, parce que ces boîtes ont cartonné, vous les avez fait grandir, grossir, à quel moment vous dites, maintenant j'ai envie d'accompagner, j'ai envie... C'est-à-dire de mettre de l'argent sur la table pour accompagner des structures. Alors, j'ai eu effectivement ce parcours entrepreneurial, à la fois en création, Lycos, j'ai démarré de zéro. Ensuite, plutôt en reprise d'entreprise, Club Internet, je l'ai pris, ça faisait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a porté la société jusqu'à 400 millions. Donc là, c'était plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui de la scale-up. Ouais. Après, j'ai fait aussi de la restructuration. J'avais repris le groupe de presse informatique Test. Et j'ai eu envie finalement d'apporter mon expérience à des nouveaux entrepreneurs. Et j'ai travaillé avec Marc Simoncini à la création de Jaina Capital. C'était un des premiers fonds early stage. 2007, là, ça c'était 2009. Et là, à l'époque, il n'y avait pas d'argent dans ce qu'on appelait l'early stage. Il y avait le business angel et il y avait les fonds classiques qui investissaient dans des sociétés déjà bien développées. Allez-y, terminez. Et voilà. Et donc, tous les jours, finalement, je voyais des gens qui venaient transformer le secteur du voyage, le secteur des banques, les taxis, etc. Et je rentrais le soir chez moi et finalement, j'écrivais sur le petit cahier de correspondance de mes enfants que l'un allait devoir partir plus tôt, que l'autre et la maîtresse collaient le même mot sur tous les petits cahiers. Exactement ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Grand écart entre le... Et je voyais aussi les jeunes tout le temps addicts à leur mobile et à des jeux et à YouTube. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on n'arrive pas à réconcilier finalement le monde des nouvelles technologies et d'innovation et le monde de l'école et de la formation. Il y a le volet éducation, puis je veux qu'on parle du futur du travail, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui se passent au sein de votre fonds avec des entreprises assez incroyables. Je pense à l'UNI, je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'ai cet objet, puisque ma fille l'utilise, qui est un objet éducatif incroyable, où on télécharge des histoires qu'on écoute en mettant un petit casque ou en l'écoutant tout simplement. Et sans écran. Et sans écran, pour les petits. Et sans ondes, parce que ça c'est important. Ça c'est une innovation éducative que je trouve intéressante, mais quand même un mot sur l'espèce de préhistoire dans laquelle, finalement, quand on retourne dans des établissements, et vous le dites, on voit des tables, des chaises, il n'y a pas encore d'écran d'ordinateur, et je dirais la pointe de la réflexion que vous dites réconcilier, mais il faut même investir beaucoup plus. On est loin du compte.
on est loin. Moi, je parle à celle qui dirige un fonds. Alors, l'école n'a pas changé, honnêtement, depuis ma génération. Bien sûr. Depuis la génération même de nos parents, à part le tableau, il a peut-être changé de couleur. Il est blanc. Et voilà, il est blanc au lieu d'être noir. Et c'est vrai que le Covid nous a montré qu'on n'était absolument pas prêt pour aller dans le digital. Et c'est vrai qu'il faut faire un bond en avant magique et énorme pour transformer le secteur de l'école. Et l'entreprise vit aussi un changement majeur. Le Covid, finalement, Covid a totalement changé le monde de l'entreprise, puisqu'il y a un nouveau paradigme qui s'installe. 52% des entreprises sont maintenant totalement en télétravail. Donc ce monde du travail hybride, finalement, il bouleverse la relation du collaborateur avec l'entreprise. Je bascule de l'éducation parce que l'effort doit être fait, même si c'est un budget important. L'État consacre une grande partie de son budget à l'éducation. Défense, éducation sont les budgets qui captent le plus, évidemment. Mais sur le monde du travail qui change, un fonds détecte, doit sentir, c'est un peu comme un créateur de mode doit sentir ce qui va bouger. Et ça, c'est aussi l'intuition de celle qui dirige ce fonds. C'est quoi les entreprises sur lesquelles vous dites c'est l'entreprise de demain, c'est celle qui va transformer le monde et le monde du travail? Alors nous, on pense que dans ce monde du travail, le plus important, c'est le capital humain. Aujourd'hui, l'entreprise doit investir dans son capital humain. Et c'est pour ça que le capital humain, finalement, on le prend dès la petite enfance, de l'âge, finalement. Que ce soit une société ou une entreprise, il faut investir sur les talents de demain et sur le capital humain qui fera la richesse d'un pays. Et donc, on investit à l'école, on investit à l'enseignement supérieur, mais aussi l'entreprise, aujourd'hui, doit investir sur ses collaborateurs. Et donc, c'est toute une chaîne de valeur qui passe du recrutement, de l'engagement des collaborateurs, de la formation, de la reformation, de la montée en compétences de ces collaborateurs et de tout ce qui est autour du bien-être au travail. Donc c'est vraiment toute la chaîne de valeur de comment on traite son collaborateur. Mais je viens de revenir 25 ans en arrière quand vous êtes entré dans cet univers de l'Internet qui était naissant et qui va exploser. J'ai d'ailleurs mon smartphone là avec moi. Comment on fait pour rendre modernes ces sujets qui, là aussi, dans certaines entreprises, sont restés à l'ère de l'industrie des années 60 ? Comment on fait avancer le modèle ? Alors, je pense qu'il y a eu quand même, le Covid a fait avancer les choses. Il y a quand même, on a gagné 5 à 10 ans en termes de nouveaux usages. La visio, qui était totalement quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, est totalement rentré dans les mœurs. Donc voilà, le Covid a bouleversé les choses et a fait avancer. Maintenant, il faut que les entreprises s'équipent d'outils, de services innovants pour gérer ce nouveau collaborateur 3.0 qui a des attentes très différentes. Ah, vous dites 3.0, vous dites pas de 4.0. Parce qu'on parle de l'industrie 4.0 déjà. On sait plus ce qu'on doit dire. C'est un nouveau collaborateur qui a vraiment des attentes différentes. Aujourd'hui, il cherche du sens. Il y a tout ce phénomène, vous en avez beaucoup parlé dans votre émission, mais de démission mentale, de quiet quitting, etc., où finalement le collaborateur est au bureau, mais sa tête est ailleurs. Et donc aujourd'hui, et ça c'est terrible pour la productivité d'une entreprise. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment investir sur ce collaborateur pour qu'il reste, pour qu'il s'épanouisse et pour qu'il fasse progresser son entreprise. Mais il y a deux mots, j'imagine, par rapport à ceux qui viennent pitcher, qui viennent expliquer leur concept. Il y a le mot flexibilité qui revient régulièrement dans la révolution du travail, et il y a le mot liberté. Et puis il y en a un troisième, c'est la reconnaissance, qui vient plutôt se ranger dans la partie bien-être au travail. Mais flexibilité, liberté, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à quoi ? Une disruption finalement de notre manière de travailler, et voire même de travailler. Oui, une disruption totale de ce monde du travail qui devient très hybride, avec des collaborateurs, finalement, on ne sait pas où ils sont. Et donc, il faut qu'ils soient excessivement motivés et un besoin énorme de formation. Aujourd'hui, on a toutes ces statistiques qui disent qu'un métier sur deux, finalement, disparaîtra. Et donc, les métiers changent énormément. Le diplôme que l'on avait à vie avant, c'est fini. Il va falloir se former, se reformer tout au long de sa vie. Donc, soit l'individu se prendra en charge et se formera tout seul, soit l'entreprise forme ses collaborateurs. Et ce qui est très important de voir, c'est que l'apprentissage n'est plus que top-down. Avant, on a été vraiment dans un apprentissage top-down. Là, aujourd'hui, on est de plus en plus dans un apprentissage collaboratif, où finalement, chacun peut former son collaborateur, son père, son collègue de bureau. Mais ça, encore une fois, je ne veux pas accabler ceux qui se sont engagés tête baissée dans le numérique. Ils ont eu raison, parce que vous aviez eu raison, bien avant tout le monde. Mais ce numérique est venu tout bouleverser, puisque le Covid nous permet de faire de la visio, le numérique nous permet de travailler à distance à n'importe quel endroit du monde quand on a une connexion. Enfin, le numérique a bouleversé le monde du travail. Oui, il a bouleversé. Et souvent, les entreprises, finalement, elles le reconnaissent maintenant. Oui, elles le reconnaissent maintenant. Et il y a un énorme enjeu aussi, c'est
tous les nouveaux métiers pour lesquels finalement on a une tension forte. Il y a ce fameux fossé des compétences, les Américains l'appellent le skill gap, ils disent que ça coûte à l'économie mondiale 11 trillions de dollars chaque année. C'est vraiment le fait qu'il y a une personne sur 3 dans l'entreprise qui n'a pas les bonnes compétences pour le job qu'il fait. Donc soit il n'a pas les compétences de demain, et donc il faut le former, soit il a des compétences obsolètes, soit il est trop diplômé pour... Décalé par rapport au poste. Il y a vraiment un énorme décalage, et aujourd'hui, avoir les collaborateurs avec les bonnes compétences pour le bon métier, c'est vraiment ce qui différenciera les entreprises qui réussiront et les autres. Éducapital, parce qu'on parle beaucoup de Pôle emploi qui va devenir France Travail, on parle beaucoup des gros mastodontes qui sont des institutions parapubliques ou publiques. Ce qui est intéressant dans Éducapital, c'est que vous avez des messages où vous prenez en charge des sujets qui sont politiques au sens noble du terme. Lutter contre les difficultés d'emploi des seniors, ça c'est un sujet qu'on traite toutes les semaines. C'est un des éléments où vous dites, nous on va investir. Alors nous, on investit par exemple beaucoup dans l'entrepreneuriat, de faire en sorte que les gens puissent se mettre à leur compte. Il y a beaucoup de gens qui soit ont eu des accidents de parcours, soit n'ont pas eu des carrières classiques, soit ont quitté l'école plus tôt. Et finalement, la création d'entreprises est une façon de se remettre dans le marché du travail. On a investi par exemple dans Live Mentor, qui est une école de l'entrepreneuriat en ligne. C'est une école de 3 mois qui permet à tout un chacun de créer son entreprise. Et donc là, oui, effectivement, ça remédie à pas mal de problèmes. Les personnes que vous rencontrez, parce que qu'on soit clair, un fonds, il fait des choix et voilà, il va investir, il va accompagner parce qu'il estime. Quelles sont vos pépites là? Quels sont les sujets dans la transformation du travail où vous dites, je pense qu'on vise juste, on investit au bon endroit? On a investi dans 360 Learning, qui est aujourd'hui une des pépites françaises et j'espère peut-être une licorne, qui a développé une plateforme d'apprentissage collaboratif pour les entreprises, qui est aujourd'hui présente dans plus de 1700 entreprises, qui va aux États-Unis et qui a vraiment compris que l'entreprise avait besoin d'un outil innovant pour former ses collaborateurs et que l'apprentissage n'était plus top-down mais pouvait être collaboratif. On a investi dans Supermood, je crois que je vous avais reçu ici, qui mesure l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, le NPS collaborateur devrait être dans tous les objectifs des patrons du CAC 40. On parle beaucoup de la RSE, on oublie souvent le S de RSE. On parle beaucoup de l'environnement et c'est un enjeu majeur, sociétal. Mais on oublie souvent le S de RSE, et le S de RSE peut être mesuré aujourd'hui. Et il faut mesurer l'engagement de ses collaborateurs et et ça devrait être dans les objectifs des COMEX et des CEO. On a investi dans Simundia qui fait du coaching en ligne. On pense que le coaching peut être démocratisé aujourd'hui par rapport avec le digital. Ce qui est important de constater, c'est que le digital, il permet de mettre à l'échelle des choses qu'on faisait auparavant. Le coaching, ça existait, mais c'était réservé à du top management. Aujourd'hui, le digital permet de mettre à l'échelle vraiment des innovations fortes et de permettre à tous les collaborateurs finalement d'en bénéficier. Alors, vous évoquez ces sujets quand on parle coaching, on arrive au bien-être. Alors, j'aime pas ce mot, mais à minima, le développement personnel. C'est-à-dire faire en sorte que le salarié, non seulement vienne physiquement au travail, à l'heure, autant que faire se peut, mais qu'il s'y épanouisse et qu'il y produise des choses positives. Ça aussi, il y a de la marge encore en entreprise. Vous sentez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Ah oui, il y a beaucoup de chemin. Alors, je pense. Il y a beaucoup d'innovations là en ce moment sur tout ce qui est bien-être au travail. Alors, plateforme de développement personnel, plateforme de mise en relation avec des thérapeutes. Oui, c'est un énorme secteur qui se développe très fortement dans l'entreprise. Excusez-moi, mais vous qui avez une vue quand même assez large de l'univers du travail, par votre expérience, c'est le travail qui est malade ou ce sont les salariés qui sont malades? C'est une bonne question. Je pense que c'est la relation au travail qui a changé. La relation au travail qui a fondamentalement changé. Une plus grande défiance. Et donc du coup des efforts à faire pour mieux engager et former ses collaborateurs. Ouais, parce que c'est la question qui m'habite depuis un certain temps sur ce plateau, parce que je me dis, mais c'est le travail qu'il faut réinventer ou c'est le salarié qu'on doit, je dirais, auquel on doit implémenter d'autres éléments pour qu'il soit plus adapté? J'ai le sentiment que c'est plutôt le salarié qui est en train de transformer le travail. Oui, la relation au travail change, et aussi l'entreprise doit faire face à des bouleversements majeurs. L'innovation technologique bouleverse les choses. Les entreprises doivent se remettre en question très souvent. Les compétences deviennent très vite obsolètes. Il y a une accélération, je dirais, de l'histoire et une accélération finalement des changements. Et donc du coup, pour avoir des salariés motivés et qui vivent dans cette accélération, l'entreprise doit investir beaucoup dans ses collaborateurs. Je reviens parce qu'on a régulièrement des représentants de l'APEC, de France Travail,
est-ce qu'elles ont encore du sens, ces grosses institutions, dont certains d'ailleurs les critiquent ouvertement en disant qu'elles ne produisent pas finalement les effets pour lesquels l'État les finance? Est-ce que le monde est beaucoup plus territorialisé? Est-ce qu'on invente les choses au plus près du terrain que de garder des gros mastodontes comme cela? Alors, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, il y en a certains qui vont vraiment jouer un rôle important. France Compétences et l'instauration du CPF. Alors, on a beaucoup critiqué ce CPF, mais c'est un bouleversement majeur, ce CPF. C'est ce monde de la formation professionnelle qui était très opaque, qui était un monde B2B, on ne savait pas où allait l'argent. Aujourd'hui, l'individu est responsable de son budget formation et peut choisir la formation dans laquelle il veut aller. Donc, c'est vraiment une révolution majeure. La France est très en avance sur ce sujet. Alors, très en avance par rapport à tous les pays européens. Et donc, dans ce domaine de la formation continue, formation professionnelle, moi, je crois beaucoup aussi au partenariat public-privé. Le public a un rôle important à faire et c'est un des enjeux majeurs pour résoudre les problèmes de chômage. Il y a une vingtaine d'années, c'était un sujet irritant, cette relation public-privé, mais vous dites de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que le public, et je pense à l'éducation nationale pour en revenir à elle, s'ouvre un peu plus encore. Parce que là, c'est un sujet éminemment politique. Enfin, il y a quand même des structures, il y a des inerties, il y a une lourdeur bureaucratique. Et vous êtes face à des entreprises qui sont start-up, qui vont vite. Oui, alors c'est clair que dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de lourdeur. Il se passe des choses, mais... À changer les choses, mais c'est important de vraiment jouer ce partenariat public-privé. Et moi, je le dis toujours, c'est pas la SNCF qui a inventé Blablacar, c'est pas Accor qui a inventé... Ils ont racheté après. Voilà, ils peuvent racheter. L'innovation, elle surgit dans des jeunes entreprises qui peuvent penser différemment, qui n'ont pas de cadre établi, parce que le cadre, finalement, il tue l'innovation. Et donc, l'innovation, elle surgit dans ces jeunes entreprises qui doivent travailler avec des entreprises plus installées pour leur apporter, justement, cette fougue d'innovation et de liberté. Mais un mot, parce qu'il y a les entreprises qui inventent le travail de demain sur les 3 secteurs dont vous nous parliez, mais je voudrais le reboucler avec l'éducation, parce que tout part de la formation initiale. On voit quand même un gâchis, je veux dire, entre les sommes allouées à l'éducation nationale, qui sont le fruit de nos impôts, et la réalité de nos résultats. Il y a quand même une perte en ligne qui est colossale. Il y a un énorme sujet on forme des jeunes avec des métiers qui ne correspondent pas à ceux ou qu'on oriente mal a besoin. Donc on a un énorme enjeu là-dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles écoles qui se créent en ligne, ou qui se créent en hybride, etc. Parce que moi je crois beaucoup, c'est pas spécialement que à l'hybridation pour le moins, mais à un moment donné, il y a de nouvelles écoles qui se créent pour former à ces métiers dont on a besoin. Mais c'est vrai que l'enjeu essentiel aujourd'hui, il est d'investir dans l'éducation. Donc là, il y a eu beaucoup d'initiatives du gouvernement. Il y a de l'argent qui est mis, mais là, à un moment donné, pour moi, ça partira de responsabiliser les profs et leur donner beaucoup plus de liberté pédagogique. Le professeur est clé, il est central aujourd'hui, il est dévalorisé, peu payé, il est dans un carcan. Et c'est vraiment le prof qui est à l'origine de la formation. Devenir l'entrepreneur de l'entrepreneur de son espace pédagogique. C'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle, mais en tout cas, c'est ce qui marche dans les pays qui avancent beaucoup dans ce domaine. Marie-Christine Levé, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Si c'était à refaire, vous l'auriez refait, vous repartiriez dans le Web 5.0 parce qu'il y a chez vous comme ça un peu un esprit d'aventurière. Oui, et surtout, je pense, moi, à un moment donné, j'ai eu envie de faire du sens. C'est bien d'investir je travaille dans l'Internet, c'est bien de vendre des fringues. C'est bien de faire de l'argent. À un moment donné, j'avais envie de travailler sur des choses qui fassent du sens. Et c'est pour ça qu'on est un fonds à impact. Premier fonds européen, on l'a pas dit. Premier fonds européen à impact dans le domaine de l'éducation et du future of work. On veut des entreprises qui performent financièrement. Et c'est pour ça aussi que nos investisseurs nous ont confié de l'argent, mais aussi qui ont un impact sur la société. On veut vraiment faire du sens et à notre niveau changer les choses. Merci Marie-Christine Levé d'être venue nous faire partager votre passion et vos engagements, parce qu'il y a des vrais engagements dans EduCapital, le futur du travail et l'éducation, et je ne dis pas éducation nationale, et l'éducation des jeunes. Merci, fondatrice d'EduCapital, vous êtes associée, vous êtes à deux dans ce fonds, il faut le préciser. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça fait écho, faire se rencontrer des artisans et des étudiants designers. Ça, c'est très disruptif pour accompagner les artisans justement sur des sujets auxquels ils n'auraient pas pensé. On en parle, c'est juste après le jingle.